Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir que vous ayez choisi cet atelier-là, puis de le faire avec la super gang dynamique de EdTech. Écoutez, moi, vraiment, sans prétention, là, je prends une petite demi-heure de votre précieux temps pour vous parler d'un document qu'on produit à chaque année qui s'appelle les 7 enjeux en éducation à surveiller en. Et là, ça fait 3 ans qu'on le fait. Quand je dis on, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et on essaie de voir venir, puis de donner des idées aux gens sur quoi mettre le focus dans l'année qui s'en vient. Mais vraiment, comme je le dis, là, c'est sans prétention. Puis ce que je vais faire, c'est de revenir un petit peu en arrière avec vous en regardant les 2 dernières années. On verra si on avait prédit la pandémie. Et en regardant aussi ce qu'il y a pour cette année en 2021, qui est le document là, le plus récent qu'on a fait. Alors, c'est parti. Je dis c'est parti, mais voilà. Je fais un clin d'œil à décembre parce que c'est toujours en décembre qu'on fait cet exercice-là. Comment ça fonctionne? En début décembre, on se réunit, l'équipe, la fédération, et on fait une espèce de vigie et on choisit les éléments qui seront dans le document. Et puis ensuite, on fait une rédaction collective, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes d'un peu tout à notre centre de service. Et chacun, donc, qui va avec ces éléments. Souvent, on se met à 2 ou à 3 pour faire un texte. Et c'est comme ça qu'on produit ça. Ça a l'air un peu d'une liste. Là. Aujourd'hui, vous allez trouver que ça a l'air d'un to-do list. Mais loin de moi l'idée de vouloir là, vous mettre de la pression. C'est vraiment pas ça l'idée. On en a bien tous suffisamment depuis 14 mois. Mais c'est pour vous donner des idées, ça c'est sûr, pour vous donner une espèce d'élan aussi. Puis des checklists, des fois on aime ça, regardez ça. La présentation, je pense qu'on peut la déposer sur le site, ça va sûrement ça va sûrement revenir. Donc, elle sera disponible, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à prendre un paquet de notes, je vous l'offre, bien entendu. Alors, c'est parti. On commence avec décembre 2018. Décembre 2018 où on était dans un monde d'insouciance. On ne savait pas ce qui nous pendait au bout du nez. Et nous avons préparé à ce moment-là le 7 enjeux en éducation à surveiller en 2019. Alors, je vous remets un petit peu dans le contexte de chacun des points. Le premier point qu'on avait inscrit, c'était la priorité aux tout-petits. Ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous rappelez sans doute de la vaste consultation qu'il y a eu sur la politique de réussite éducative. C'était au temps du ministre Sébastien Proulx. Vraiment, c'était une des très grandes consultations de l'ensemble du monde scolaire et on s'était entendu toutes les organisations sur quelques points, dont celle-ci, c'est-à-dire l'importance de s'occuper de nos tout-petits, de l'intervention précoce. Et c'est ce qui a donné aussi là, le vent à la maternelle 4 ans. Donc, c'était dans l'air du temps. Le point 2, le développement professionnel. Rappelez-vous le contexte. PAN, hein, le plan d'action numérique avec son développement professionnel, des ressources pour le faire, de nouveaux équipements. Aussi le contexte là, de l'accompagnement pour de la rétention du personnel, parce que Dieu sait que ça ne s'améliore pas, mais c'était le contexte, donc c'était un point que nous avions ciblé. Le point 3, l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, c'était assez le buzz, c'était un grand buzz à Montréal en particulier avec le professeur Bengio et son équipe. Et c'était éclaté dans tous les domaines, mais en éducation, on se disait, OK, alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation dans le milieu scolaire, l'intelligence artificielle? On commençait à voir un peu dans d'autres pays des parcours personnalisés d'apprentissage qui étaient menés par l'intelligence artificielle. Ici, ça s'est aussi concrétisé, par exemple, par l'apprentissage du codage chez les jeunes enfants. Donc, c'était un élément à surveiller en 19. Point 4, la santé mentale des employés. Je vous remets aussi dans le contexte, belle cause pour la cause, une personne sur 5 affectée par la santé mentale au Québec.
En fait, on dit qu'une personne sur 5 en souffre, mais 100% ils sont touchés parce qu'en quelque part, on vit en société. Et avec la diminution de la main-d'œuvre, bien entendu, l'idée, c'était aussi de diminuer les absences, faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui quittent la classe. Et bref, de plus en plus, il y a un intérêt tout à fait particulier à maintenir une très bonne santé mentale des employés. Vous allez voir que c'est un trait qui revient presque annuellement. On parlait du manque de main-d'œuvre, alors c'était notre point 5. Pourquoi à ce moment-là? Bien, parce qu'on arrive dans une conjoncture qui était attendue depuis longtemps, c'est-à-dire le départ des baby boomers et l'impossibilité de la compensation de ce déficit-là par l'arrivée des jeunes. Donc, on se trouve à chaque année en déficit. Il y a plus de baby boomers qui prennent leur retraite que de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, l'idée vraiment, c'est vraiment d'encadrer les jeunes qui arrivent. On parlait de bien-être tantôt, mais ça va au-delà de tout ça. C'est d'offrir un sentiment d'appartenance, c'est d'avoir de la reconnaissance. Bref, le manque de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent autour et vous allez voir, c'est un sujet qui revient. Le point 6, l'école bienveillante, c'est une notion qui se promène depuis un bon bout de temps au Canada anglais, aux États-Unis, en Angleterre, qui a fini par arriver chez nous. Évidemment, le Québec a été, disons, interpellé par la lutte à l'intimidation et à la violence. Il y en a même eu une loi. Mais essentiellement, plus ça va, plus on pense à un climat scolaire positif global. Donc, l'école bienveillante est devenue un point de vigilance. Et le 5e, le développement durable. Alors, l'année 19 qui s'en venait, rappelez-vous, a été l'occasion de plusieurs événements. Je pense au pacte de l'école québécoise, je pense au sommet jeunesse, à la marche avec Greta Thunberg. Vraiment, c'est un point vraiment important pour nos jeunes. Si nous, on ne le fait pas, ils vont nous pousser à le faire. Puis, le développement durable, c'est un pas de plus. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des initiatives éco-responsables, bien sûr, mais il y a, et là, je vais lire le titre, là, un plan d'accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable. C'est 2016-2020, c'est un document du MELS, ou à l'époque, mais du MEC maintenant, dont on n'a pas tant entendu parler que ça, mais qui est là et c'est un élément qui prend de plus en plus d'importance. Alors, sujet à ça, une fois ça dit, là, je passe à un petit checklist, OK, pour savoir où on en est. Maintenant, les questions sont posées au vous, mais vous n'avez pas à le prendre personnel parce qu'il n'y a pas personne qui doit faire tout ça tout seul. C'est vraiment une question d'équipe école, de centre de service. Voyez ça au sens large. Bien sûr, on a toute une petite partie à jouer là-dedans. C'est comme pour l'environnement. Mais voyez, prenez pas ça comme vous, là. C'est vraiment au sens large. Alors, allons-y avec le petit checklist. Avez-vous implanté la maternelle 4 ans ou des pratiques de dépistage précoce? Avez-vous pris le virage pédago-numérique? Avez-vous réfléchi aux possibilités de l'intelligence artificielle dans votre école? Avez-vous accordé une importance accrue aux enjeux de santé mentale du personnel? Avez-vous réussi à attirer et surtout à fidéliser du personnel? Avez-vous contribué à créer un climat scolaire favorable à l'épanouissement de tous? Et enfin, avez-vous soutenu les élèves dans leur démarche en matière de développement durable? Alors, c'est quelques éléments du checklist 2019. Bien entendu, ce n'est pas parce que c'était 2019 qu'on est obligé de l'avoir fait en 2019. Alors, on avance dans le temps, on arrive en décembre 2019 et là, il y a quelque chose qui commence à rôder, qu'on regarde de très loin, dont on n'a pas idée que ça nous impactera encore, donc peut-être qu'on ne se soucie même pas. Et nous, bien, on prépare notre 7 enjeux en éducation à surveiller en 2020. Mais vous voyez, je suis passée en zone rouge parce que là, vraiment, on s'alignait vers quelque chose d'autre. Et à l'époque où on ne savait pas grand-chose de la pandémie qui nous pendait au bout du nez, voici les 7 enjeux. Donc, le premier, l'effet enseignant. Alors, on est dans le contexte là, de plein développement des enseignants. Dans un premier temps, on attend en 2020
le référentiel de compétences de la profession enseignante. Il est prévu cette année-là, évidemment, pour les raisons qu'on connaît, il va arriver, mais le 1er décembre seulement. Donc, on l'a déjà, il est arrivé un petit peu plus tard, mais il a fini par arriver en 2020. Donc, on est dans ce contexte-là et on est aussi dans le contexte du projet de loi 40 qui oblige une formation continue, 30 heures de formation continue par 2 ans chez les enseignants. Donc, l'effet enseignant pour nous en 2020 devient vraiment quelque chose d'important, d'autant plus qu'on travaille aussi en 2020 au référentiel en insertion professionnelle. Il est prévu être déposé en 2020. Ce référentiel en insertion professionnelle, il arrivera incessamment. Le deuxième point, c'est le défi de la motivation des élèves. Il y a plusieurs éléments qui nous ont fait choisir ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on sent que, puis là, je nomme des choses, là, la différenciation pédagogique, la douance dont on parle davantage, les nouveaux environnements d'apprentissage flexibles, évidemment le numérique, les labos créatifs, il y a des programmes particuliers. Il y a un peu tout ça, mais ce qu'on sent de plus en plus, c'est qu'on se dirige vers ce dont à la Fédération on parle depuis vraiment très, très longtemps, la personnalisation. Alors, plus on s'en va vers une personnalisation de l'apprentissage aux fins de motiver les élèves à apprendre. Le point 3, nouveau regard sur l'échec. Qu'est-ce qui nous a fait choisir ça? C'est vraiment un niveau d'alerte important dans nos écoles concernant l'anxiété des élèves. L'anxiété des élèves, tout le monde en parlait, ben, on en parle encore, bien entendu, ça ne s'est pas vraiment amélioré, mais on était pré-pandémique et on en parlait beaucoup et on se disait, tu sais, l'erreur et même l'échec, hein, l'erreur et l'échec, ça fait partie de la réussite, ça fait partie de l'apprentissage et pourquoi pas l'école comme milieu pour faire des pas et faire, je dirais, un apprentissage de l'échec, un apprentissage des erreurs pour les élèves. Donc, ça, c'est un élément sur lequel on voulait mettre un peu d'emphase. Le point 4, la socialisation à l'ère du numérique. Nous venons de parler d'anxiété. On a aussi lié l'anxiété de nos élèves à ça, c'est-à-dire à leur bien-être global et au bien-être global d'un élève qui est connecté, énormément d'heures. C'est aussi le début du projet Sexto. En fait, il a débuté en 2016, mais nous, en 2020, il s'est vraiment propagé là, dans notre réseau, donc en soutien aux élèves. Et tout ça nous apparaissait là, un élément vraiment important. Et un an plus tard, là, ça explose, ça se multiplie, ça s'amplifie à cause de la situation dans laquelle nous sommes. Le point 5, la gouvernance scolaire, ça ne sera pas une surprise puisque en 2020, qu'est-ce qu'on attendait? C'est le transfert des commissions scolaires en centre de services scolaires. Donc, évidemment, c'était un point de vigilance, un point à suivre. Puis, on parlait aussi beaucoup de la gouvernance comme un endroit où les conseils d'administration sont plus variés, représentatifs de la société, avec des impacts stratégiques importants, un apport au niveau de la gestion de risque, bref, voilà. Le point 6, un esprit sain dans un corps sain, on a mis l'emphase là-dessus parce qu'on avait une étude qui disait que les jeunes de 19 ans sont aussi sédentaires qu'un adulte de 60 ans, que 21% des jeunes sont en surpoids, qu'ils passent de 30 à 40 heures par semaine devant un écran. Alors, et ça ne s'est certainement pas amélioré. Alors, l'idée, c'était de dire, comme école, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Bien sûr, ces enfants-là, ils ont des parents, c'est sûr. Mais qu'est-ce que nous, comme adultes, on peut leur présenter comme modèle de personnes qui peut les inciter à avoir de saines habitudes de vie? Alors, ça, c'était un des points. Et le 7e et le dernier, c'est un village qui s'organise au sens où ça prend un village pour élever un enfant et de faire prendre conscience à tout le monde la quantité d'organismes qui travaillent en partenariat. Il y en a plus de 200 qui sont autour de l'école et parfois l'école ferme ses portes, ferme ses fenêtres et elle aurait tendance à les ouvrir.
Il y a énormément d'organismes qui sont là pour nous soutenir, certains que vous connaissez très bien, d'autres peut-être un peu moins bien, mais qui sont tous là avec le même objectif que nous. Il suffit de tendre la main pour obtenir des partenariats. J'en nomme quelques-uns, là, bien sûr, vous connaissez Allo Prof, mais peut-être moi, la Tablée des chefs, secondaire en spectacle, Oser entreprendre, EdTech, je fais un petit coup de chapeau à mes collègues qui sont tous là pour venir en aide là, au milieu. Donc, des fois, on bonifie nos services quand on fait appel aussi à l'extérieur. Et pour revenir évidemment à ce qui s'est passé, ben, de mars à décembre, on a été pas mal bousculés. Mais ceci dit, on va quand même passer à travers la liste parce que malgré tout ça, on a vraiment, moi en tout cas, j'en reviens pas de ce qui s'est passé entre mars et décembre de l'année passée. Oui, il y a eu des bouts difficiles. Oui, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. En même temps, les gens ont vraiment bûché pour arriver à faire ce qui était déjà prévu, je dirais, à l'agenda malgré tout. Alors, en 2020, on y va avec notre liste de questions. Avez-vous mis en place des conditions permettant le plein développement des enseignants? Avez-vous créé de nouveaux environnements d'apprentissage? Là, regardez ça avec le recul, on se dit, ben, on a été forcés à faire le premier, une chance que le récit était là, à faire le deuxième parce qu'on s'est tous ramassés à la maison. Avez-vous favorisé l'échec comme partie inhérente de l'apprentissage et de la réussite? Mon Dieu, j'imagine que beaucoup d'enseignants ont aussi vécu beaucoup d'échecs. Puis, savez-vous quoi? C'est correct parce que faire des erreurs, se tromper, les élèves l'ont vu. Puis, probablement que ça les a aidés aussi de voir qu'on savait s'adapter malgré tout et puis qu'on passait à travers et qu'on finissait par y arriver. Avez-vous informé et éduqué les jeunes aux bons gestes à poser dans l'espace numérique? Bien entendu, ça s'est exacerbé complètement. Alors, on espère qu'il y a un soutien qui a été fait. Avez-vous contribué à élever les standards en matière de gouvernance? Avez-vous participé à ça? Il y a la place pour le personnel scolaire? Avez-vous implanté une culture qui encourage les saines habitudes de vie pour tous? Dans le contexte où on passe tout le temps assis devant l'écran, c'est encore plus important d'encourager à sortir, à aller faire des pas, à prendre de l'air, bon, et ainsi de suite. J'ai l'impression que toutes les questions qu'on s'était posées, tous les points qu'on avait mis, ça a été multiplié par 1000 à cause de la pandémie. Et enfin, avez-vous collaboré avec des organismes afin de bonifier et soutenir les services aux élèves? Et effectivement, cette année, on l'a vu, les gens sont venus tel jeune d'un côté qui nous aide, Allo Prof, entre autres, là, mais il y en a tous les autres. Moi, je vois le voyons, le groupe qui s'appelle Réseau pour la réussite scolaire, qui sont là et qui soutiennent énormément les écoles aussi. Alors voilà pour l'année 2020, mais elle n'était pas finie. On est arrivé en décembre. Et là, en décembre 2020, vous vous rappelez, ça n'allait pas bien du tout. En fait, je peux vous dire que, parce que, bon, on suit ça de très près avec les plus hautes instances, on a été très chanceux que l'école ferme le 15 décembre, c'est-à-dire qu'elle aurait pu fermer bien avant. À chaque jour, il y a presque une décision qui était prise. Et évidemment, à partir du 16, on comprend que toutes les écoles du Québec ont été fermées, mais elles ne l'ont pas été si longtemps que ça. Donc, en quelque part, on a été chanceux dans notre malchance. Et nous, de notre côté, en 2020, bien, on se disait, ouais, on est tous débordés, on est tous fatigués, mais est-ce qu'on fait le document des 7 enjeux? Et la réponse, ça ne nous a même pas pris une minute. On s'est dit, bien sûr qu'on le fait parce que c'est probablement plus important que jamais d'avoir une vision de ce qui s'en vient et d'essayer d'encourager les gens à prendre certains petits enlignements. Alors, on a déposé, comme d'habitude, début janvier, les 7 enjeux en éducation à surveiller en 2021. Vous ne serez pas surpris de voir que le premier point, c'est une crise riche en apprentissage pédagogique. Alors, nous souhaitons, nous encourageons et nous participons à cet exercice-là. C'est un exercice qui est important. Le Conseil supérieur de l'éducation a fait la consultation, le ministère de l'Éducation a fait la consultation. Ce matin, à l'activité d'ouverture, c'était notre intention, en fait, c'est notre intention du colloque, c'est de dire, OK, on a vécu ça. Maintenant, c'est comme un point de non-retour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va améliorer de ce qu'on faisait?
qu'est-ce qu'on ne fera plus jamais? Qu'est-ce qu'on va jeter là? Soit des choses qu'on faisait avant, qu'on ne fera plus jamais, ou soit des choses qu'on qu'on a faites pendant puis qu'on ne veut plus refaire. Alors tout ça, ça prend un temps de réflexion. Puis quand on n'a pas le temps parce que chaque jour est d'une intensité incroyable, il faut prendre le temps et c'est pour ça qu'on voit tellement d'organisations ces temps-ci, ce printemps, qui se prêtent à cet exercice de «Hmm, OK, prenons un pas de recul, où est-ce qu'on s'en va?» Donc, c'est un élément qu'on encourage tout le monde à faire, bien entendu. Le point 2, vous voyez, le développement professionnel revient. Il revient évidemment parce que la loi 40 va s'appliquer à partir de cette année. Donc, on savait les 30 heures sur 2 ans obligatoires. Mais je m'excuse, dans un contexte post-COVID, on voit aussi que les gens vont demander plus de souplesse. Les jeunes ont appris de manière différente. Nous aussi, on veut apprendre de manière différente. Puis, on est face à un manque de main-d'œuvre qui est incroyable, qui fait qu'on a énormément de gens qui n'ont pas les qualificatifs requis par la loi, je vais le dire comme ça, là. Donc, on a besoin d'agilité, on a besoin de souplesse pour former les gens. On voit entre autres le cadre 21 qui a explosé depuis le début de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'il permet des apprentissages quand on veut, où on veut, comme on veut, au rythme qu'on veut et sur les sujets qu'on veut. Donc, la personnalisation des apprentissages au niveau des élèves, on voit que les adultes veulent aussi la même chose. Donc, c'est des alignements qui sont nouveaux, on peut dire, mais le développement professionnel, ça revient toujours. Le troisième, la priorité aux élèves en difficulté. Ce sont, sans contexte, les élèves les plus affectés par ce qui nous arrive par la pandémie. De toute évidence, c'est eux qui peinent le plus. Le ministère a pris des données. Nous, à la Fédération, nous avons pris des données de nos élèves et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ceux qui vont bien vont encore généralement bien, mais l'écart s'est creusé. C'est vraiment creusé et les élèves qui peinaient alors qu'ils étaient à l'école, soutenus, encouragés en présentiel, vraiment, ils ont plus de difficultés que les autres. Alors évidemment, l'idée, ce sera de mettre notre focus, nos énergies, nos ressources aux élèves en difficulté pour qu'ils puissent ne pas prendre de retard, ne pas quitter les bancs de l'école, parce que sinon, les enjeux et les impacts sont vraiment importants et pour beaucoup plus longtemps. Donc, la priorité est là. Le point 4, la mise en place du nouveau cycle préscolaire. C'est un peu en dehors de la pandémie, si vous voulez, mais c'est un objectif de 2021. On s'aperçoit que ce nouveau cycle du préscolaire, bien, le programme vient d'être déposé il y a quelques semaines et ça occasionne 2 types de réactions. D'abord, un débat. Il y a un débat sur le programme lui-même, un débat dans lequel des universitaires ne sont pas nécessairement d'accord, les praticiens non plus. Donc, il y a un enjeu là, c'est clair. Et l'autre enjeu, c'est celui des ressources. On a dit tout à l'heure qu'on manquait de main-d'œuvre, qu'on manque parfois de locaux. Donc, c'est tout cet aspect-là, c'est vraiment un enjeu de faire en sorte que la mise en place de ce programme-là soit un succès et qui s'arrime aussi avec le primaire. Le point 5, la personnalisation des services de ressources humaines. Alors, je vous ramène dans le contexte, évidemment, de négociations depuis plus d'une année, de diminution de la main-d'œuvre. Et tout ça fait en sorte que c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas évident. La pandémie a accentué ça plus 1000. Hyper important que les services de ressources humaines soient concentrés sur le bien-être des adultes parce que ça va refléter sur celui des enfants, soit concentré, soit plus souple, je vais le dire comme ça, s'adapte. On a fait du travail à distance cette année. Il y a moyen de personnaliser pour que les gens se sentent davantage valorisés dans leur profession. Le manque de main-d'œuvre va faire en sorte aussi que les gens vont être sollicités par plusieurs postes, par plusieurs endroits pour aller travailler. Il faut absolument s'assurer qu'on a une super bonne, puis là, je vais le dire avec pas de préjudice, ne voyez pas comme ça, mais tu sais, une approche client aussi avec les employés. C'est important parce que c'est notre ressource la plus
importantes. Il y a le bâtiment puis tout ça, mais les employés, c'est la ressource de loin la plus importante dans le milieu éducatif. Le point 6, la santé mentale des jeunes. On a vu énormément d'études circuler depuis le début de la pandémie. Elles ne disent pas toutes la même chose. Moi, je gobe, je gobe, là, beaucoup de données, mais si elles ne disent pas toutes la même chose, elles pointent vers la même direction, c'est-à-dire que les jeunes ne vont pas bien. C'est pire chez les 18-25 que chez nos jeunes à nous, mais tout de même, le fait que particulièrement ces temps-ci, les enfants ne sont pas à l'école un jour sur deux au secondaire, ils ne sont pas à l'école du tout dans plusieurs régions du Québec. Une s'est ajoutée aujourd'hui. Donc, tout ça fait en sorte qu'il faut vraiment être là pour eux. Il faut prendre des mesures particulières. Le ministère en a pris, mais je pense que dans chaque milieu, il faut être davantage bienveillant. Puis, la santé mentale des jeunes, on ne s'en sortira pas. Elle passe par la santé mentale des adultes qui les accompagnent. Donc, c'est vraiment, là, c'est un cercle vertueux là, qu'il faut mettre en place. Il faut que les milieux là, soient vraiment positifs malgré la difficulté de la situation. Il faut vraiment mettre le focus là-dessus pour ne pas perdre ces jeunes-là. Et le point 7 n'est pas le moindre, les biais implicites spécifiés en milieu scolaire parce que la notion de biais implicite, évidemment, a été très, très présente dans les médias sociaux depuis plusieurs mois, mais ça s'exacerbe, hein, toutes les questions de racisme, de sexisme, d'agisme, d'appropriation culturelle, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire. Bref, le CETREC a déposé au mois d'octobre un dossier thématique sur les stéréotypes de tout genre. C'est vraiment un élément qui préoccupe de plus en plus les écoles actuellement. Qu'est-ce qu'on fait dans la classe? Est-ce que nos choix de volume ou de livres ou de romans là, sont toujours adéquats? Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas? On marche tous un peu sur des œufs, puis il faudra faire des réflexions, mais prendre des actions aussi par rapport à ça. On a été, je dirais, assez interpellés par la lutte contre la discrimination et l'intimidation. Il y a même eu une loi là, il y a quelques années là-dessus, mais il faut peut-être prendre un pas de plus et aller dans la diversité et l'inclusion là, comme thématique. Donc, beaucoup de sujets. Et pour terminer, il me reste 2 petites minutes. Évidemment, le contexte de cette année est encore pas facile, mais au moins il y a de l'espoir. On sait qu'on sera tous vaccinés. On parle de la vaccination des élèves de 12 à 17 ans avant la rentrée scolaire prochaine. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Probablement que tout le personnel, tout dépendant quand ils sont allés se faire vacciner, mais devraient avoir été vaccinés 2 fois avant la rentrée scolaire également. Donc, on sent une espèce de vague d'espoir si on ne se fait pas frapper par un variant très difficile. Ça devrait bien aller. Et pour finir, les 7 enjeux en éducation de cette année. Donc, est-ce que vous amorcez, parce qu'évidemment, on est encore dans le présent 21, amorcez-vous une réflexion sur les pratiques à conserver et à développer post-COVID? Prévoyez-vous l'accompagnement individuel du personnel dans leur plan de développement professionnel? Mobilisez-vous le maximum de ressources afin de venir en aide aux élèves vulnérables? Créez-vous une dynamique de cycle préscolaire et un arrimage adéquat avec le primaire? Offrez-vous une expérience employée personnalisée, positive et axée sur leur bien-être? Planifiez-vous les moyens pour limiter les impacts négatifs de la COVID sur la santé mentale? Et enfin, déployez-vous un plan d'action pour réduire les biais implicites et leurs effets. Je sais, ça fait beaucoup. On n'a pas le temps de faire tout ça tous les jours, mais c'est comme une espèce de trame de fond macro avec lesquelles on avance. Et on se rendra sans doute en décembre 21, peut-être encore avec quelques traces de la COVID. On n'espère pas plus qu'il y a à l'écran.